Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 15 juin 2022. Aujourd'hui, très grosse journée à la librairie. Beaucoup de clients, on ne s'en plaint pas. Je n'ai pas pu ouvrir un livre non plus, de toute façon. J'ai beau prétendre être un ex-libraire, eh bien, il faut croire que ce n'est pas tout à fait au point, mon système. Et après 18 heures, je suis allé encore me coltiner avec la masse sombre de livres où j'ai exhumé 4 cartons. Alors, je suis allé à la fois alpiniste, archéologue, prospecteur, psychanalyste, analyste, bibliophile, lecteur et j'en passe. Mais aujourd'hui, toute la journée, il y avait une fiction qui me trottait dans la tête. Et je pensais à cette fiction, j'imaginais les désarrois d'un libraire d'occasion à Kiev, qui est marié avec une professeure et traductrice de littérature québécoise. Oui, parce qu'il y a de la littérature québécoise qui est traduite en ukrainien. On le sait, il y en a qui traduit en russe. Le grand spécialiste de Jacques Godbout est polonais. Dany Laferrière et Gérald Bouchard sont traduits en japonais. Alors, je vous montrerai ça demain. Tenez, un livre d'hommage à ce traducteur japonais qui venait de temps à autre à ma librairie à Côte-des-Neiges. Alors oui, la littérature québécoise, elle est passablement traduite dans le monde. Et même certains connaissent de beaux succès en langue indienne. Les auteurs, autrices québécoises qui sont connus en Inde. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Alors j'imaginais une fiction d'un libraire d'occasion à Kiev qui ne peut plus vraiment faire son métier et qui est mobilisé, qui n'a pas tout à fait 60 ans, et qui est mobilisé et qui ne peut pas quitter le pays. Et que son épouse encourage à aller lutter contre les agresseurs russes. Alors j'imaginais à la fois une sorte d'histoire en abîme où on aurait un échange de lettres entre le libraire mobilisé au front et sa compagne qui, pour passer le temps et pour gagner sa vie également, traduirait en ukrainien Anne Hébert, par exemple, pour ne donner que ce seul exemple. Et qu'il y aurait un échange de lettres provenant du front et provenant de la librairie fermée, et dans lequel, dans l'arrière-boutique, la traductrice répondrait aux missives. Alors, j'étais en train d'élaborer, tout en travaillant, une espèce de fiction. Alors, je me suis dit, je ne vais pas l'écrire, je vais plutôt l'improviser. Je vais l'improviser là, maintenant. Mais ce qui m'intéressait dans cette petite improvisation, c'est la suite d'un texte que j'ai lu aujourd'hui dans le journal, d'un chroniqueur qui faisait l'apologie d'un film américain, célébrant les vertus de l'héroïsme. Ça m'étonnerait beaucoup que l'acteur principal ait connu autre chose que l'héroïsme des plateaux de tournage à Hollywood. Et les valeurs proposées par l'industrie hollywoodienne, du courage, de l'entraide, de la camaraderie entre compagnons d'armes, c'est bien beau. Mais à 2000 km de Paris, il y a vraiment des gens qui se battent durement. Et le bellâtre, qui décidément n'a pas d'âge, en fait, ce bellâtre qui est l'incarnation des stéréotypes masculins tels que véhiculés par
l'industrie du divertissement hollywoodien, est en fait à l'opposé de ce qui se passe vraiment avec le véritable héroïsme. Je conçois que les héros, les véritables héros, n'ont qu'une seule envie, c'est de ne pas en être des héros. Alors j'imaginais à quoi ça ressemblait le baraquement. Le baraquement situé, disons peut-être pas dans le Donbass où les combats font rage violemment, mais dans des régions où les Russes n'ont pas encore pris le territoire et où ils connaissent beaucoup de résistance, même si leur artillerie pilonne sans relâche les positions ukrainiennes. Alors j'imaginais à la fois le baraquement et le quotidien de ces hommes, dont l'activité principale pour l'instant, en tout cas dans cette région limitrophe aux combats principaux, consiste à creuser des tranchées. Alors qu'est-ce que 200, 300 hommes qui sont mobilisés depuis près de 4 mois maintenant, qui ont des conditions d'hygiène assez douteuses, la promiscuité masculine a quelque chose de triste. Il y a Charlotte Delbo, vous savez, Charlotte Delbo, cette auteure qui a connu l'expérience des camps. Elle parlait de la sororité des prisonnières des camps, qui, lorsqu'elles avaient froid, eh bien, se regroupaient ensemble et s'enlaçaient les unes contre les autres pour se protéger du froid. Et quand on regarde les photos des soldats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est frappant, c'est leur solitude physique. On n'aura pas de photos de 4 poilus à Verdun en train de s'étreindre pour se protéger du froid ou pour se donner du courage sous les bombes qui pleuvent sur eux. Tandis que Charlotte Delbo racontait ça. Racontait qu'au fond, les femmes savaient se tenir physiquement. Les hommes, il y a une sorte de pudeur, il y a une sorte de... aussi peut-être d'allergie physique au contact du corps des autres hommes. Peut-être j'exagère, mais imaginez 300 hommes qui ont pris en 120 jours 4 douches, 5 douches. La promiscuité physique, corporelle, les odeurs, la vulgarité, les rottes, les pets, la solitude, la peur au ventre, la peur de mourir, le désir de tuer aussi. Le désir de tuer qui se combine avec celui de cette peur tenace là, qui prend au ventre. Les nuits écourtées, les ronflements, l'odeur des pieds, de la transpiration, les miasmes remplissant la pièce, remplissant le baraquement, les bruits sourds, les dégglutinations, les raclements de gorge, les crachats, les estomacs qui gargouillent d'avoir ingurgité des aliments insipides, des aliments militaires, des barres énergétiques, les rivalités de chefs, les rivalités de petits chefs, les libidos retournés contre elles, les libidos retournés vers d'autres hommes, la masturbation, peut-être, dans quelques coins du baraquement
hors de la tranchée, caché derrière un arbre. Le mépris des plus forts face aux plus faibles. La hiérarchie qui s'installe rapidement entre mâle dominant et mâle alpha et mâle bêta. Mais en même temps, des hommes qui se savent peut-être qu'ils vont mourir. Et qui chaque jour, chaque cigarette roulée, chaque bière, peut-être ont-ils de temps à autre de la bière ou de l'alcool de contrebande, les mauvaises ivresses, les vomissements à l'intérieur des tranchées, la diarrhée, les odeurs, les mauvaises haleines, des hommes qui ne se sont pas brossés les dents pendant des jours, ou encore à l'inverse, ceux qui continuent de faire attention à eux, qui restent propres, les doigts manucurés, frais rasés, dans des conditions difficiles, avec de l'eau froide. Et aucun d'entre eux n'a envie d'y laisser sa peau. Aucun d'entre eux n'a envie de recevoir des médailles. Aucun d'entre eux n'a envie qu'un chroniqueur, à quelque part, fasse l'apologie de leur courage. Car on a attaqué leur terre. Leurs femmes et leurs enfants sont en exil, dans des pays étrangers. Et on ne dit rien ici de la peur des femmes qui certaines d'entre elles, seront peut-être même soulagées de voir leurs compagnons disparaître dans le tumulte de la guerre. Ou d'autres qui seront inconsolables en apprenant qu'un obus est tombé dans la tranchée et qu'il a déchiqueté leurs compagnons, des enfants qui deviendront orphelins. Mais le point que je voulais soulever ce soir dans cette petite vidéo-là, c'est qu'en fait, tous les éléments de la masculinité toxique sont réunis dans un même baraquement. Masculinité toxique à la puissance 10. Mais cette masculinité toxique, notre société libérale, notre société assez confortable, tout de même, hein, n'est-ce pas? Eh bien, il est incapable d'imaginer que cette masculinité toxique-là, eh bien, pourrait être l'apanage des martyrs, des héros, des psychopathes également, qui vont trouver leur pied dans la déchéance de leurs semblables, qui vont trouver une jouissance mortifère à tuer, et qui vont y prendre goût, et qui vont juger que cela relève de la nécessité. Et je ne puis m'empêcher de penser que tôt ou tard, nous, citoyens de démocratie libérale, allons prendre en horreur ces hommes qui ne savent pas se rendre, qui ne savent pas céder. Et que peut-être le moment est proche où on va les juger durement, de nous entraîner dans quelque chose de terrifiant. On va leur en vouloir de nous offrir un autre modèle d'homme qui, fort heureusement, n'est plus proposé dans nos sociétés. Mais quand l'effroi, quand l'horreur, quand la malédiction, quand le mal s'abat sur une population, quelle alternative reste-t-il aux hommes de livrer bataille? Est-ce que tout à coup, allons-nous les envier également que ces gens-là savent pourquoi? Ces hommes-là savent pourquoi ils vont mourir. Des raisons supérieures. Tout à coup, ils ont des raisons supérieures de vivre. Nous vivons pourquoi au juste? Nous maintenons vivants pourquoi au juste?
C'est pas... la guerre en Ukraine, là, c'est pas Top Gun. C'est pas les studios d'Hollywood. C'est la puanteur. C'est la peur aux viscères. C'est les caleçons sales. C'est les bas reprisés. C'est les bas croustillants de sueur. C'est la sueur de saleté qui se mêle à la sueur de la peur. La sueur froide. L'odeur de cigarette refroidie. La transpiration. Les odeurs. La promiscuité. La promiscuité d'hommes soudés dans la haine, soudés dans la peur. C'est quelque chose qui nous est, à proprement parler, inimaginable. Alors j'imaginais ce libraire d'occasion décrivant son inconfort de se retrouver avec des héros, décrivant son embarras de se retrouver avec des personnages frustes, qui ont peu de conversation, qui ne s'intéressent pas aux livres, qui ne s'intéressent pas à la philosophie, qui répètent sans arrêt les mêmes choses, qui font des blagues grivoises, qui se vantent de leurs exploits auprès des autres femmes, qui se vantent de leurs exploits financiers, difficiles à prouver, qui se la ramènent sans arrêt, qui jouent les gros durs, qui jouent les gros bras, mais qui en même temps font actionner des armes de guerre, qui en même temps apprennent à creuser des tranchées, en rigolant ou en râlant, ou en pleurant. Certains vont même quitter précipitamment les lieux pour aller rejoindre une clinique où ils seront traités pour stress post-traumatique. Ils auront vu leur capitaine, qui l'appréciait peu, se faire éventrer par un obus. La guerre, elle est loin. Elle est loin, elle est théorique. On en subit les effets. On en subit les effets panier d'épicerie, essence, inflation. Ça, c'est le prix que les moins fortunés d'entre nous paieront pour cette guerre d'agression, pour soutenir, entre autres. Mais ce n'est qu'une partie des problèmes qui nous touchent maintenant. Des problèmes multiples, des problèmes systémiques. Moi, je voulais simplement essayer de me mettre... C'est ça aussi, non pas l'intérêt de la littérature, parce que la littérature, on ne peut pas lui assigner une tâche. La littérature, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même ne pas être de la littérature. Mais elle a, entre autres, parfois, cette capacité de développer en nous l'empathie, la capacité de se glisser dans la peau de certains personnages ou d'être capable d'appréhender certaines situations. Un baraquement, la nuit, au loin, des éclairs, une bataille fait rage dans un village à une centaine de kilomètres. Les nouvelles sont inquiétantes, les troupes russes s'avancent. Dans le même baraquement, des ronflements, des pètes. Des types aussi qui en lorgnent d'autres. D'autres qui ont envie de régler des comptes. Des rires étouffés. La peur, la peur, la peur. Toujours la peur. Aucune envie d'être un héros. Qu'une seule idée. Retourner dans sa librairie et de lire les traductions de sa femme en train de traduire les enfants du sabbat, ou le torrent, ou même Kamouraska. À demain.